pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est un nouvel emplacement parce que je viens de le découvrir dans la maison. Le truc c'est que vous pouvez entendre qu'il y a un petit peu d'écho, un peu beaucoup trop d'ailleurs, mais bon je vais essayer de tout mon possible d'arranger un petit peu ce problème. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un sujet qui me passionne, l'organisation. Si vous avez regardé les 50 faits sur moi, vous devez savoir probablement que je kiffe l'organisation, même si en même temps je suis assez bordélique, ce qui n'est absolument pas logique. Et vous avez demandé si vous voulez que je fasse une vidéo révisée efficacement, et vous avez dit oui, et j'ai fait ok. Donc je suis là pour vous donner mes petites astuces pour bien réviser et pour réussir ces DS, ces contrôles, ces évaluations, ces partiels, ce que tu veux. Donc si tu me connais pas avant même de commencer la vidéo, oui je sais, on change un petit peu les règles, on perturbe tout. Abonne-toi si tu me connais pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. Maintenant que tout est dit, let's go. Avant même de savoir comment réviser efficacement, il faut savoir une chose très importante. Le type de mémoire que vous avez. Il y a essentiellement, enfin ça dépend un petit peu, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Il existe 3 types de mémoire. La mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. Pour ceux qui ont une mémoire à dominante auditive, vous avez beaucoup plus de facilité à vous rappeler des sons. La mémoire visuelle, c'est tout le contraire, vous avez beaucoup plus de facilité à vous rappeler les formes, les couleurs, des images, des schémas. Et la kinesthésique, elle est beaucoup plus liée au toucher. En fait, votre cerveau va se rappeler de ce qu'il voit, de ce qu'il entend au moment où il touche quelque chose, au moment où il fait quelque chose, au moment où il se passe quelque chose. Donc pour ces 3 types de mémoire, il faut travailler de 3 manières différentes. La clé d'apprentissage pour la mémoire auditive, c'est les répétitions, lire à haute voix et les informations claires, concises et très courtes. Pour la mémoire visuelle, c'est les schémas, les notes, les phrases. Donc c'est vrai que quand il y a beaucoup d'informations à retenir, il est essentiel de faire des schémas, des tableaux ou des organigrammes, etc. Pour la mémoire kinesthésique, il est essentiel d'être hyper attentif en cours et en même temps que le prof parle, faire quelque chose. Prendre un crayon, le toucher, prendre une gomme, la toucher, ne pas parler à son voisin, pas prendre son portable et SMSer, non. Il faut que votre cerveau associe une action à une information. Vous allez me dire comment on peut connaître notre type de mémoire. Donc évidemment, il y a plusieurs tests sur internet qui existent, je suis pas tout à fait sûre de leur fiabilité. Honnêtement, c'est plus une question d'habitude en fait. Il faut juste analyser comment d'habitude en fait vous arrivez à mémoriser les choses, comment d'habitude vous vous rappelez des choses. On a tous à peu près un pourcentage de toutes les mémoires dans notre cerveau. Il y en a qui sont beaucoup plus à dominante visuelle, à dominante auditive, à dominante kinesthésique, et si vous avez les 3, jackpot gagnant. Vous êtes capable d'être performant dans toutes les situations possibles qui existent. Donc voilà. Donc maintenant qu'on connaît à peu près le type de mémoire qu'on a et comment travailler avec ce qu'on a, je vais un petit peu vous parler des méthodes qui fonctionnent pour moi. Alors je suis pas Einstein, d'accord, je suis pas en train de vous dire que genre j'ai 20 sur 20 à tous les DS, mais je sais que quand j'utilise ces méthodes, mes notes augmentent, et quand j'arrête de les utiliser, que je flemmarde, mes notes diminuent. Donc voilà, je pense qu'ils ont un petit peu un effet. Donc la première chose essentielle que je trouve personnellement, il y en a d'autres qui n'aiment pas trop cette méthode, mais c'est de faire des fiches. Faire des fiches, c'est la vie. Alors honnêtement, quand j'ai commencé à faire des fiches, je savais absolument pas par où commencer, quoi mettre dedans, s'il fallait que je mette tout mon cours, quoi trier, quoi prendre, quoi pas prendre, enfin c'était très stressant. Et au début, je mettais trop d'informations. Quand tu mets trop d'informations sur une fiche, c'est de la perte de temps, d'énergie, perte de place, c'est inutile. Il y a 3 règles essentielles quand tu fais une fiche. Première, c'est être concis. Il faut que ta fiche englobe uniquement les informations les plus essentielles de ton cours. Deuxième chose, il faut que la fiche soit organisée. Une fiche organisée est égale à un cerveau organisé parce que tu structures les informations et si c'est clair sur ta fiche, il n'y a pas de raison pour que tu oublies ton cours le jour du DS. Impossible. Et la troisième chose, et ça je trouve c'est aussi très important, c'est des couleurs. Imaginez votre cerveau comme un grand disque dur. Dans ce disque dur, il y a des dossiers. Dans les dossiers, il y a des fichiers. Dans les fichiers, il y a des données. Il y a le disque dur, donc c'est votre cerveau. Il y a le dossier, c'est la fiche qui concerne ce cours-là. Dans ce dossier, il y a un fichier qui concerne un chapitre. Et dans ce chapitre, il y a l'information que vous cherchez. Donc ce qui fait qu'il faut recentrer l'information encore. Et ça, c'est assez facile de faire avec des codes couleurs. Donc pour ça, je vais vous montrer comment moi j'organise mes fiches. Mais c'est assez différent d'une fiche pour les matières scientifiques, c'est-à-dire les maths, la physique, SVT, sciences d'ingénieur, enfin tout ce qui est scientifique quoi. Et de l'autre côté, tout ce qui est pas scientifique, c'est-à-dire anglais, français, histoire géo. Alors on va commencer d'abord par une fiche scientifique. Alors tout d'abord dans mes 2 fiches,
que ce soit scientifique ou littéraire. Première chose que je mets sur ma fiche, évidemment, c'est le titre du cours. Ça, après, je mets que sur la première page, parce qu'après, je vais pas faire le titre sur chaque page. En haut à gauche, je mets les initiales du cours. Et en haut à droite, je mets le numéro de la page. Parce qu'il m'est arrivé tellement de fois de perdre mes fiches et après de m'embrouiller dans des cours, c'était horrible. Généralement, pour les matières scientifiques, il y a beaucoup de formules, beaucoup de règles, beaucoup de théorèmes, etc. Par exemple, si c'est un théorème, par exemple, prenons un truc super facile, le théorème de Pythagore. Je vais écrire théorème de Pythagore en rouge souligné. Juste en dessous, j'écris la propriété mathématique, la définition quoi. Et puis ensuite, je mets la formule en plein milieu de la fiche. J'encadre et juste en dessous, je mets un petit exemple d'application. Dans cette situation, vous avez tout. Vous avez le nom du théorème. Il m'est arrivé plein de fois, genre de connaître la formule, mais de pas connaître le nom de celui qui l'emploie, donc ce qui fait que tu te perds de ouf. Tu dis à quoi elle sert, il faut bien savoir quand il faut l'utiliser, quoi utiliser, c'est-à-dire la formule, et en dessous, tu mets un exercice d'application pour pas que tu sois perdu, pour que tu comprennes vraiment concrètement. Si vous avez d'autres détails à rajouter, comme des propriétés mathématiques, des unités en physique, enfin n'importe quoi, je mets propriétés, 2 points soulignés, et j'énumère en fait les propriétés pour une fiche littéraire. Par exemple, si on prend une fiche d'histoire géo, donc toujours titre, index, initial du chapitre, pour mémoriser des dates, qui est vraiment très utile, et même genre c'est dans tous les livres d'histoire géo, c'est la frise chronologique. Donc par rapport à votre programme scolaire, évidemment vous n'allez pas étudier toute l'histoire en une année. Généralement c'est soit le Moyen-Âge, soit la Renaissance. Donc dans chaque ère de l'histoire, vous allez faire une frise chronologique et vous allez dire en détail ce qui s'est passé, ce que vous avez étudié. Comme ça vous permet de situer les dates, qui était avant quoi, qui était après quoi. Et vous allez surtout contextualiser la chose, c'est-à-dire que cet événement a engendré ça, donc ça vous permet de comprendre, etc. etc. Pareil pour le français, parce que je me rappelle que pour mon bac de français, il fallait connaître tous les auteurs, tous les livres, toutes les dates de tous les livres qu'on avait lus au fur et à mesure de l'année. Donc moi j'avais vraiment de la chance parce que vu que j'étais en S, j'avais pas trop de livres à lire, mais pour les L et les ES, honnêtement, je sais pas comment vous faites, parce que moi je peux pas. je peux pas. J'aurais bien aimé connaître cette méthode pour mon bac, mais en fait ça me paraît tellement logique maintenant que je me dis mais pourquoi n'y ai pas réfléchi avant. Faites pareil pour la frise chronologique pour le français, parce que ça va vous permettre de caser beaucoup de trucs. Généralement dans les introductions de votre rédaction ou genre de votre dissertation, vous allez devoir un petit peu parler de l'auteur, de son mouvement littéraire, de quand il est né, pourquoi et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et tout. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur une frise toujours, la séparer en plusieurs cases et mettre chaque auteur que vous étudiez avec sa date de naissance, sa date de mort, ses œuvres et toutes les dates de ses œuvres. Et toujours dans cette thématique de mémorisation et de contextualisation. Donc les frises, c'est génial si vous avez genre beaucoup de dates à apprendre, etc. Tout ce qui est langue, donc espagnol, anglais, allemand, italien, n'importe quoi. J'ai jamais vraiment fait de fiche en langue, honnêtement. Mais je me rappelle que ce qu'on faisait en latin, la fille qui a fait 40 biens de matière. Je me rappelle que ce qu'on faisait en latin, c'est qu'on avait des carnets. Dans le carnet, en fait, c'était par ordre alphabétique. Et donc, dans chaque lettre de l'alphabet, en fait, on mettait les mots. Si vous êtes dans l'optique d'apprendre beaucoup plus de mots, ça va vous permettre d'en mémoriser, ça va vous permettre de les retrouver facilement dans votre répertoire par ordre alphabétique. Enfin, c'est une sorte de dictionnaire, mais sauf que beaucoup plus concis, parce que si tu dois te trimballer avec un dico de 200 ou 300 pages, ça va pas le faire tous les jours. Donc voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire sur les fiches. Le second conseil que j'ai à vous donner, et qui est plus qu'essentiel, c'est de comprendre que la révision et l'apprentissage se fait par la compréhension et non l'apprentissage par cœur. Les deux fonctionnent, c'est-à-dire que si vous allez apprendre votre cours par cœur, vous le connaissez sur le bout des doigts, vous savez exactement quoi dire, à quel moment, vous allez réciter au point virgule près. Donc ça va marcher, vous allez arriver au DS, mais beaucoup de choses peuvent arriver. Vous pouvez stresser et avoir un blackout total, c'est-à-dire que vous vous rappellerez de rien du tout. Et deuxième chose, c'est que vous allez réussir, vous allez tout mettre très bien. 3 mois après, 2 mois après, 2 semaines après, vous allez avoir encore des questions dessus. Et là, plus rien. Ça veut dire qu'il faut encore apprendre à chaque fois. C'est faisable pour septembre, octobre, voire novembre, quand t'as pas beaucoup de choses à apprendre. Mais arriver à juin, arriver à mai, au temps du brevet, du bac, des partiels, où il faudra te retaper tout le cours plus ce que t'as appris, ça va être assez compliqué. Tout ça parce que les informations apprises par cœur vont être stockées dans la mémoire à court terme. C'est-à-dire la mémoire de réserve qui va être effacée au fur et à mesure que le cerveau va accumuler d'autres informations et qui va remplacer ces petites informations que tu as apprises par cœur par ces informations-là. Tu comprends? Donc ce qui fait qu'il est essentiel de comprendre ce que tu apprends et pas de l'apprendre par cœur. Le troisième conseil que j'ai à vous donner,
et ça a été prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui l'invente, c'est de ne pas travailler au-delà de 45 minutes d'affilée, voire 30 minutes d'affilée. Quand tu transfères des fichiers sur un disque dur, il y a un temps donné pour transférer tous les fichiers, toutes les données qu'il faut transférer. Ton cerveau c'est pareil, il lui faut du temps pour tout assimiler, tu vois, tout enregistrer et comprendre et structurer, mettre dans les cases et tout. Donc c'est fait que tu peux pas lui donner 200 pages à apprendre et croire qu'il va tout comprendre et qu'il va tout délivrer le jour même. C'est pas possible. Il peut assimiler mais d'une manière efficace, c'est pas possible si on lui donne trop de travail d'un coup. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé, et là je viendrai après, de travailler plusieurs jours à l'avance et pas s'attaquer la veille. En gros, établir un temps fixe de travail, c'est-à-dire 30 à 45 minutes. Établir une pause de 5 à 10 minutes, on y va, on arrête. On y va, on arrête, jusqu'à que vous en pouvez plus, on a besoin d'énergie, on s'arrête pour manger, on s'arrête pour prendre l'air. Quatrième, je crois, parce que là j'ai perdu le décompte, c'est d'alterner les matières difficiles avec les matières pas difficiles. Ça c'est toujours ce que m'a répété ma prof d'anglais de prépa. Je la kiffais tellement cette prof, un truc de malade. Oh, elle me manque trop. Toujours dans l'optique de ne pas fatiguer le cerveau à l'extrême. Si vous avez prévu de faire beaucoup de maths dans la journée, alternez quelque chose de beaucoup plus facile à retenir, beaucoup plus léger. Au pire, si vous n'arrivez pas à trouver une matière légère, on va dire, prenez une matière que vous aimez. Plus on aime une matière et moins on a de difficultés à apprendre et plus ça va vite et c'est un plaisir plus qu'une contrainte en fait. La cinquième, c'est toujours faire des exos. C'est une tâche essentielle dans le processus d'assimilation de l'information. Un cours, c'est nécessaire, mais pas suffisant. En gros, il doit faire partie de votre apprentissage, évidemment, mais il ne suffit pas si vous voulez vraiment comprendre, si vous voulez comprendre de manière efficace. Et c'est pas pour rien que les profs nous donnent des exos, c'est vraiment qu'il y a une raison. Donc on arrive donc au sixième élément de notre apprentissage, simuler des interros. Là, vous pouvez pas faire mieux en matière de révision, d'accord? Vous êtes au summum, là, il faut tester toutes vos connaissances, il faut vraiment être au taquet sa maman. Et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'appréhender le stress. Parce que pendant le DS, tu seras dans ton petit monde, tu seras dans ta petite bulle, tu te sentiras chez toi. Deuxième chose, ça permet d'être beaucoup plus conditionné aux épreuves. Et donc tout ça permet enfin de vérifier que l'on connaît bien son cours, que l'on connaît sur le bout des doigts et qu'on le comprend, et aussi de le mettre en application sur plusieurs éléments différents. Il y a toujours au moins 1 ou 2 ou 3 ou 15 exercices qui reviennent à chaque fois dans chaque matière. Tu peux pas te louper, d'accord? Donc plus tu t'entraînes et plus tu peux être efficace dans toutes les sciences. Septième, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la régularité. Il faut seulement revoir la veille légèrement le cours. Faut pas découvrir le cours la veille. Si on recherche l'efficacité, il faut la régularité. Je trouve que dans cette vidéo, je suis très poétique d'un coup. On commence toujours, après je comprends, on commence toujours par toujours bien réviser, quelques jours avant, on est bien, on a le temps. Et puis à la fin, on se retrouve à réviser la veille. Et je comprends tout à fait, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Le truc c'est que essayez de trouver un tout petit laps de temps pour revoir le soir chez vous le cours. Et pour éviter la corvée de se taper tout le cours la veille, on arrive à ma 8e astuce, qui n'est même pas une astuce en fait. C'est une logique. Il faut écouter en cours. Mais quand je dis écouter, c'est pas écouter en mode passif. C'est écouter en mode j'écoute et j'enregistre le cours et j'essaie de m'intéresser au cours. Même si c'est le cours le plus barbant du monde, je vous jure, là maintenant dans mon école d'ingénieur, on a un cours d'info, il y a tout le monde qui dort. Là en fait déjà, genre il y a 70% des personnes qui ne sont pas là, d'accord? Parce qu'ils savent très bien que c'est chiant. Et ça c'est pas efficace, parce que ça veut dire que tu devras rattraper le cours chez toi. Ça veut dire que tu devras comprendre par toi-même le cours, ce qui n'est pas toujours évident. Et ce qui veut dire que tu vas gaspiller plus de temps chez toi au lieu de te reposer, au lieu de t'amuser, au lieu de revoir une autre matière dans laquelle tu as beaucoup plus de lacunes. Et dernier truc, en fait un jour je suis tombée sur un article sur internet qui parlait de la musique classique pour améliorer les révisions. Et en fait écouter de la musique classique, la musique calme, relaxante, ça permet de créer une bulle en fait autour de toi et ça stimule le cerveau à se concentrer sur l'action que tu es en train de faire. Je vous mettrai en barre d'infos en fait la musique que j'utilise sur YouTube. Il n'y a que elle qui marche sur moi, les autres ne marchent vraiment pas, il n'y a que elle qui marche. Et en fait je l'ai mise, donc j'ai commencé à l'écouter. Et en même temps je suis en train de faire mon télé d'infos. Le lendemain je vous jure, j'ai eu un A+. Et j'étais choquée de malade, j'étais là, what? Girl! Mais
Mais je pense pas que ça soit que à cause de la musique, parce que je connaissais un peu mon cours quand même. Ça m'a déjà relaxé, ça m'a donné l'envie de travailler. Quand j'ai fini, j'ai fait cool, je vais pas être fatiguée, c'est bien. Donc voilà, voici mes petites astuces, mes petites méthodes de travail. J'espère que vous aideront, j'espère que je vous en ai fait découvrir quelques-unes. Donc dites-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez vos méthodes à vous qui marchent de ouf ou si il y en a qui marchent pas du tout ou qu'il faut absolument éviter. Donc je répète, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos. Parce que c'est bien, la Dollar Family s'agrandit, on est bientôt au million. D'ailleurs, on est bientôt au million et c'est un truc de fou. Genre, si on arrive à 1 million avant le 31 décembre, je pète un câble. Si on y arrive après, c'est pas grave, je serai tout aussi contente, hein, vous savez. Donc voilà, merci encore d'être là, je vous aime vraiment énormément. Et donc voilà, likez cette vidéo pour plus de vidéos. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous.